Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Soumaré Tibidé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Ablaye Diaw, qui est un entrepreneur depuis maintenant plusieurs années. Bonjour Ablaye, comment vas-tu? Bonjour Tigidé, je vais bien. Ça va? Oui, ça Alors, va. la thématique du jour est la violence policière en Mauritanie. Et oui, vous avez bien compris, la violence policière en Mauritanie. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ablaye, penses-tu que la Mauritanie est en sécurité? La Mauritanie est en sécurité. Je peux dire d'une part oui, d'autre part non. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la menace plutôt ne vient pas de l'extérieur, mais c'est une menace qui vient en fait de l'intérieur. D'accord? Donc malheureusement, comme on peut le constater, la police mauritanienne est extrêmement violente. À la suite de l'émission, le démontrer ici D'accord? et donner des cas concrets de violence qui malheureusement souvent tournent au drame. Et c'est ce qui est arrivé à notre frère Soufi, qui est connu par tous les jeunes de Nouakchott, qui a été assassiné par la police nationale dans un commissariat. Dans un commissariat. Oui. Alors, comme Ablaye l'a très bien dit, c'est un fait qui fait vraiment l'actualité en Mauritanie. Et comme je vous l'ai dit, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Penses-tu que les citoyens mauritaniens sont en sécurité en Mauritanie? Bon, la sécurité, on peut quand même se poser des questions parce qu'aujourd'hui, quand la police tue, la police qui est censée en fait nous protéger, nous tue dans des commissariats, je ne vois pas comment les citoyens sont en sécurité. Aujourd'hui, j'irai plus loin pour dire que tous les Mauritaniens aujourd'hui sont sur le couloir de la mort. Donc voilà, quand la police tue, c'est tout ce que nous pourrons dire. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Donc on a déjà constaté plusieurs cas d'assassinat. D'accord? Donc moi qui ne suis pas l'actualité régulièrement de la Mauritanie, je peux vous donner 5 cas de bavure policière De bavure où des policière. gens ont été tués dans des commissariats. Ce n'est pas dans les rues, c'est pas des gens comment dirais-je, qui ne coopèrent pas avec la police ou bien qui essayent de défier la police. C'est des gens en fait qui répondent à des convocations et à l'intérieur des commissariats, ils sont tout juste assassinés. Ils sont tout juste Donc, assassinés et ils n'en ressortent plus, hein, c'est ça? effectivement, vous venez, vous répondez à une convocation et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les commissariats et la personne, voilà, souvent elle est assassinée. D'accord. Voilà, On va revenir un peu sur le cas de ce jeune militant qui a été assassiné. Mhm. Comment ça s'est passé? Bon, d'après les informations dont nous disposons, Sophie, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui D'accord? pour des histoires de crédit, d'argent. Sophie quand même a répondu à cette convocation d'une manière responsable parce qu'il a pris son véhicule, il est parti au commissariat pour répondre à cette plainte-là. D'accord? Mais malheureusement, quelques heures après, bon, le corps de Sophie a été conduit à l'hôpital. Sophie répondait juste à une convocation. Au commissariat, ils ont fait ce qu'ils avaient à le faire. Ils l'ont conduit à l'hôpital, et là où ils l'ont jeté pour dire que la personne était morte de crise De cardiaque. crise cardiaque. Ouais, mais ce qui a interpellé l'opinion publique et qui a fait écho, c'est que la première personne qui a vu le corps a eu le réflexe de prendre des photos et de les publier sur les réseaux sociaux. Très bien. Donc l'opinion a pu voir quand même un corps où des traces de violence étaient présentes et tout ça. Donc l'homme a été torturé et à la suite de ça a été assassiné. Donc voilà, tout laisse que quand même c'est pas une mort naturelle ni crise cardiaque parce que quand la personne meurt de crise cardiaque, il n'y a pas des traces de violence, il n'y a pas le sang qui coule, le visage n'est pas enflé et tout ça. Donc il y a énormément de trucs qui nous montrent que cet homme a été torturé puis assassiné. Et encore un autre détail quand même qui va confirmer cette thèse-là, c'est que le cou a été cassé, donc d'après ceux qui l'ont vu. Voilà, donc on en est là aujourd'hui en Mauritanie. Malheureusement, ce n'est pas le seul cas qu'on a. Il y a plusieurs cas aussi d'assassinats politiques et de torture qui se passent à l'intérieur des commissariats. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Comment est-ce que le peuple réagit? Bon, vous savez, les autorités mauritaniennes, en général, ils sont spécialisés dans le camouflage en fait, des crimes qui sont commis par certains membres du gouvernement, disons.
et le peuple en général n'est pas d'une manière générale informé. Et comme que aussi du côté du peuple, les gens ne savent pas se mobiliser, la Mauritanie, voilà, c'est un petit pays de 4 millions d'habitants où voilà, on a énormément d'ethnies, une diversité malheureusement qui ne joue pas à notre faveur. C'est pour cela qu'il y a une absence de mobilisation en fait des citoyens pour revendiquer justice. Mais quand même pour le cas de Soufi, on voit quand même des fortes mobilisations autour de cette affaire-là et nous craignons que cette affaire soit étouffée comme d'autres cas, où la justice ne suit pas son cours normal jusqu'à aboution de peine méritée pour ces criminels. Alors, comme tu l'as très bien dit, c'est pas la première fois que, voilà, on n'en est pas la première bavure, ni à la deuxième, ni à la troisième, ni à la quatrième. Oui. Qu'est-ce qui a été fait auparavant? Si ce n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que justice soit faite? Je pense que rien n'a été fait. La preuve en est que c'est des choses qui se répètent. Comme je vous ai dit, en fait, moi qui ne suis pas régulièrement l'actualité mauritanienne, je peux vous citer 5 cas d'assassinat, donc, dont les policiers sont impliqués soit directement ou indirectement. Donc, avant Soufi, on peut parler du cas d'un jeune qui s'appelle Baba Doxel au 5e, qui a reçu un coup de couteau. Donc, par l'un de ses camarades, lorsque la police a intervenu, ils ont récupéré le corps au lieu de l'amener directement à l'hôpital pour sauver sa vie. Ils ont traîné avec le corps pendant longtemps parce qu'ils connaissaient en fait le passé de cet homme-là. C'était une manière systématiquement de l'abattre. L'homme se vidait de son sang. Ils ont pris le temps d'aller chercher celui qui l'a poignardé et surtout le couteau du crime, il paraît. Donc, pendant 2 heures, 3 heures, l'homme s'est vidé de son sang et finalement il est décédé dans le véhicule de la police. Et il y a eu aussi le cas dans certaines Konaté PK9 qui a été fusillé directement par balle à l'intérieur d'un commissariat. Voilà, donc tous ces cas-là, c'est des cas connus, si de tous, malheureusement, qui se sont passés en Mauritanie. Et le 5e cas, c'est le cas de Soufi qu'on vient de voir. Voilà. Si les crimes dans les commissariats continuent, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été, comment dirais-je, il y a un manquement quelque part. Donc, il va falloir que les autorités font de leur mieux pour que cela ne se reproduise plus. Et je pense que les autorités n'iront pas tout seuls le faire parce qu'on sait l'injustice qui est en Mauritanie. Donc, c'est au peuple de prendre toute sa responsabilité pour que ces genres de crimes-là ne se produisent plus. Voilà. Donc, on est tous, à un moment donné, responsables de ce qui nous arrive en Mauritanie parce que cette sécurité-là, nous ne devrons pas l'attendre, en fait, de la part de nos autorités. C'est au peuple mauritanien de dire non et non, plus jamais ça. Qu'est-ce que fait le gouvernement dans tout ça? Moi, j'aime pas trop parler du gouvernement mauritanien parce que quand on voit l'état du pays, le niveau d'injustice qui pèse sur les citoyens mauritaniens, je n'attends pas grand-chose de ces gouvernements-là. Ablaye, voilà, tu as énuméré déjà plusieurs personnes qui ont subi et qui ont été victimes de violences policières. Tu as vécu, tu es né sur le territoire mauritanien. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Bien sûr, évidemment. Moi, j'ai connu en fait les commissariats en Mauritanie depuis l'âge de 15-16 ans. J'étais encore mineur. Voilà. Durant toute ma vie, j'ai été quand même à plusieurs reprises au commissariat, dont 4 gardes à vue qui m'ont énormément marqué. Voilà, j'étais victime de ces violences policières-là qui vraiment aujourd'hui persistent au cours du temps. Je vais vous citer les 4 gardes à vue quand même qui m'ont beaucoup marqué. J'en ai eu d'autres, comme tous les jeunes des banlieues, souvent les systèmes d'ARAF, pour tout ou pour rien. Vous êtes arrêté et arrivé au commissariat, tout le monde sait comment ça se passe. En fait, dès que vous arrivez, c'est des bastonnades, c'est des insultes, voilà, on vous crache dessus et tout ça. Mais bon, à l'âge de 15 ans, ça c'était un ami à moi, je vais taire son nom, je ne vais pas le dire, et qui avait volé de l'argent chez son oncle. Parce que, bon,
Lui, ces week-ends, il partait aider son oncle qui avait une boutique, les vendre et tout ça. Bon, il a volé là-bas une somme de 100 et quelques mille billets. Pour ce cas-là, en fait, la police avait convoqué mon ami et du coup, ils l'ont tabassé. Il a balancé des noms, bon, dont mon nom figurait dans l'affaire. La police est venue me chercher au collège des garçons 2, juste après la récréation, vers 11 h. Ils m'ont ramené au commissariat Cazaran. Voilà, donc du coup, dès que je suis arrivé, bah, les policiers qui étaient censés juste m'interroger, bah, ils me tabassaient tout de suite, quoi. Dès que je suis rentré au commissariat, Sans poser de questions. Sans poser de questions, bah, ils m'ont demandé, bon, ils m'ont posé une question, il est où l'argent? Donc voilà, voilà, je disais que moi, vous parlez de quoi? J'ai pas d'argent et tout. Et là, ils ont commencé tout de suite à me bastonner. Bon, c'était de la torture. Donc, j'ai été torturé. Voilà, une humiliation que tu ne peux pas comprendre. On te déshabille. Voilà, j'avais 3 gros policiers sur moi, alors que j'avais que 15 ans. Voilà, qui me tabassaient et tabassaient à un moment donné. Ils étaient même fatigués de me tabasser. Vous voulez imaginer ce degré de violence-là pour un enfant qui a juste 15 ans. En ce moment-là, j'étais encore au deuxième année de collège. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais une victime ou est-ce que tu avais quelque chose à voir avec cette affaire? Mais ni de près ni de loin. Donc voilà, c'est juste le gars, il a pris de l'argent et il voulait savoir où il a mis l'argent. Voilà, ils l'ont tabassé. Le pauvre, il a commencé à balancer des noms de gauche à droite. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette histoire-là. De 11 h à 13 h, j'ai subi que de la violence dans le commissariat. Donc j'ai été tabassé, qu'elle soit physique insulté, ou psychologique. Non mais c'est de la torture, c'est de la torture. Voilà. Un enfant de 15 ans. Après, je pense que c'est vrai que je t'ai posé cette question-là, mais je pense que dans tous les cas, la police n'est pas là pour qu'on soit responsable ou non. La police n'est pas là pour oui, non, bah, ça c'est dans un état normal, où normalement la police, elle fait son travail, c'est d'arrêter une personne s'ils ont le mandat d'arrêt, et puis voilà, questionner la personne, faire respecter les lois, point barre. Donc dans les commissariats, on ne peut pas se permettre de tabasser quelqu'un juste pour avoir des informations. Ça, on ne le fait pas, c'est une enquête. Donc, pour le deuxième cas, en fait, j'ai intervenu suite à l'agression de 2 de mes grandes sœurs. D'accord. Bon voilà, pour les défendre, et malheureusement, je me suis fait interpeller par la police et j'ai subi en fait des violences pour ce cas-là, en garde à vue et voilà. D'accord, donc si je comprends bien, tes 2 sœurs se font agresser, tu interviens en tant que de la légitime, en tant que frère, et pour faire de la légitime défense. Ouais, et là, pour les défendre, pour défendre mes sœurs. Oui, je me suis fait interpeller par la police dans ce cas-là. Et voilà, j'ai connu un garde à vue qui était aussi costaud, musclé, vraiment de la part des policiers. D'accord, mais tu étais la victime à ce moment-là? Oui, effectivement, j'ai été victime voilà, de la situation policière. Donc voilà. Ça, c'était le deuxième cas. Maintenant, pour le troisième cas, c'était lié à une grève qu'on avait organisée à l'université de Nouakchott. En ce moment-là, je faisais partie de ceux qui ont dirigé la grève. D'accord. On s'est fait arrêter donc, par la police. Cette fois-ci, c'était le commissariat de Cazaran, à la Sokojim. Voilà, où on a subi quand même voilà, des violences voilà, qu'on ne peut pas parfois même expliquer dans les détails, puisque c'était violent. Moi, personnellement, je suis passé devant 11 commissaires qui m'accusaient de tout et de n'importe quoi, alors qu'on était juste des étudiants qui revendiquaient leurs droits légitimes. Très simplement, qu'est-ce qu'on demandait à l'université? L'augmentation de bourse, une bibliothèque et une salle informatique pour qu'on ait accès aux connexions. Et durant notre arrestation, on nous accusait d'être des flamistes, des gens qui cherchaient à déstabiliser le pays, et ainsi de suite et tout. Donc j'ai passé devant 11 commissariats, chaque fois c'était des humiliations, des gifles, voilà, on t'insultait, on te traitait de tous les mots, voilà, pour un étudiant qui revendiquait juste ses droits. Donc ça illustre en fait vraiment le degré de violence qui est exercé sur des civils, parfois qui ne revendiquent que leur droit. C'est vraiment étonnant, hein, c'est vraiment étonnant parce qu'on est dans un monde, je dirais pas pays, on est dans un monde où la liberté d'expression prône. Ouais. Donc tu es à ce moment-là voilà, étudiant, donc ce que tu recherchais ou ce que vous recherchez à ce moment-là, c'était vraiment une stabilité pour pouvoir
vraiment étudié Effectivement, sereinement. Et là, vous vous retrouvez encore une fois nos revendications victime de... étaient légitimes pour les étudiants et pour même nos frères qui viendront après à l'université. Donc c'était vraiment un combat pour vous et pour... C'est un combat noble pour la jeunesse. Pour tous les étudiants mauritaniens. Donc on réclamait la généralisation des bourses, l'augmentation du taux. Voilà, une bibliothèque, vous voyez, une université sans bibliothèque, ça existe où ça? Ça n'existe pas. Donc nous, on n'avait pas en ce moment-là des salles informatiques. On était des scientifiques qui ne connaissaient même pas comment allumer un ordinateur. Donc pour ces revendications légitimes pour nous, pour notre propre formation et la formation de nos jeunes frères qui viendront, pour cela, on nous arrête, on nous torture, voilà, et on nous traite de tous les mots. Voilà, là c'était des accusations graves, qu'on était des gens qui voulaient déstabiliser le pays, qu'il y avait des flamistes qui étaient derrière nous. En ce moment-là, je connaissais bien pas ça. Après, je pense que c'est pour ça qu'en Mauritanie, il n'y a pas beaucoup de grèves. C'est un pays qui vraiment, je pense qu'ils ont, je ne dirais pas qu'ils ont peur, mais je pense que du fait qu'il y ait eu déjà énormément de mauvaises expériences liées à la grève, c'est un pays qui n'est pas vraiment... Bon, oui, la police mauritanienne, elle est connue dans la brutalité. Effectivement, cette brutalité-là font que la population a souvent peur. Donc cette peur-là, c'est normal, ils l'ont fait répandre un peu partout dans le pays. Quand il y a des manifestations ou des revendications de droits légitimes, c'est les lacrymogènes, c'est des arrestations arbitraires, c'est des tortures dans les polices. Je vais dire bien, mais moi je parle de torture. Donc voilà, et malheureusement, ce sont ces tortures-là qui dérivent à des drames, quoi. Donc le mot est violent, mais... la police mauritanienne aujourd'hui elle est extrêmement violente, donc ça on peut l'admettre, c'est quelque chose d'avéré, de prouvé, qu'on peut prouver voilà, à plusieurs niveaux. Et autre chose, ça aussi c'est très important, il y a une forte violence envers les civils, disons, qui viennent de la part de tous les corps, c'est pas que la police, aujourd'hui on peut parler aussi de l'armée. D'accord. Oui, ben oui, on peut parler de la garde nationale aussi. Tout ça, il y a des types de violence, la violence elle n'est pas tout juste physique. Ouais, donc on peut rentrer aussi dans ces détails-là si vous voulez. Je vous rapporterai beaucoup de cas. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de faire encore plein d'autres émissions ensemble. Bah oui, si le temps nous le permettait, j'allais développer encore davantage ces violences qui s'exercent sur les civils. Tu m'as parlé aussi d'un quatrième cas que tu as vécu. Oui, le quatrième cas, effectivement, c'est... j'étais passé juste à Nouakchott pour des séjours de 1 semaine et malheureusement, le lendemain de mon arrivée, je me suis retrouvé dans un cas où je devais défendre mon grand frère qui s'est fait agresser par quelqu'un. Et malheureusement, il y a eu accrochage avec ce monsieur-là. J'ai été arrêté aussi au commissariat pour des faits de violence. Mais ce que j'ai subi là-bas aussi, franchement, ça n'a rassure pas. Donc, oui. Parce que quand tu es arrêté sur ces faits-là et que tu n'as rien fait, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé, tu n'as rien fait, on t'arrête, on te met dans des chambres qui puent, à la limite, voilà. C'est des toilettes, quoi. On te met dans des toilettes pour te garder. Mais est-ce qu'on vous écoute à ce moment-là? Est-ce qu'on écoute les personnes qui viennent, les personnes qui sont incarcérées? En tout cas, moi, durant tous les séjours que j'ai fait là-bas, j'ai juste la maman d'un ami Amadoussi qui est venu me voir avec un procureur pour voir voilà, comment j'ai les conditions de détention et tout. Mais avant ça, quand même, j'ai tellement subi parce qu'ils ont voulu me garder dans ces chambres-là. Je n'ai pas accepté. Je dis tout de suite que je ne rentrerai pas dans des chambres qui sentent mauvais. Donc, c'est des pipis, des caca à l'intérieur. Franchement, c'est des toilettes. C'est des pièces qui sont vraiment insalubres. Insalubres. Bon, voilà, c'est ça. Donc, parfois, ils prennent des gens, ils les enferment dans des cellules pendant 2 jours, 3 jours. Ces gens-là ne peuvent pas faire leurs besoins. Ils sont obligés de les faire à l'intérieur des cellules. Mais c'est de la maltraitance. C'est de la pure que maltraitance. Moi qui venais de la France et que je venais juste d'arriver, je subis cela. On m'a voulu jeter dans ces salles-là, je n'ai pas accepté. Il a fallu que je fasse une grève de faim pendant 2 ou 3 jours et qu'il me ressorte de là et m'aménage en fait une pièce à côté pour que je puisse en fait carrément passer mon séjour. Mais est-ce que dans ces locaux, les premiers besoins de nécessité, parce que là ça m'intrigue énormément là ce que tu dis, est-ce que les premiers besoins de nécessité sont faits? Est-ce qu'on t'apporte de l'eau, de la nourriture par exemple? Est-ce qu'on te demande si tu vas bien? Non, mais malheureusement ça n'existe pas en Mauritanie. Vous vous prenez en charge quand vous êtes en garde à vue, c'est vos parents qui amènent de la nourriture. Et d'ailleurs même, quand j'étais au commissariat, les policiers même profitaient des repas qu'on m'amenait pour manger. Quand j'étais en grève de faim, ils en profitaient en fait pour manger. Je vous le dis, c'est la galère pour les policiers qui sont dans les commissariats. Et c'est une grosse galère aussi pour les gens qui sont incarcérés dans ces commissariats. Dans ces locaux. Voilà. Donc c'est malheureux et voilà.
C'est dramatique. Je pense que c'est dramatique là ce qui se passe en Mauritanie, surtout avec le fait divers le cas de Soufi. Je pense que ça t'a remémoré énormément de choses que tu as vécues en Mauritanie. Mais là, Ablaye, j'aimerais savoir, voilà, à travers cette vidéo, quel message, parce que le but, c'est bien ça, c'est de faire passer des messages. Quel message est-ce que tu veux faire passer au peuple mauritanien qui se trouve ici ou qui se trouve en Mauritanie? Qu'est-ce que nous devons faire pour que tout cela change en fait? Ok, juste pour compléter un petit truc avant d'arriver à ta question. Effectivement, ce cas de Soufi, en fait, moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je savais que déjà, on sait ce qui se passe à l'intérieur des commissariats. Il y a eu déjà d'autres morts et tout ça. Et là, quand même, ça a été médiatisé. Encore une fois, c'est que ce qu'il faisait avant qui vient de se répéter. L'importance de ta question, comment faire pour stopper cela? Il faut qu'il y ait une prise de conscience nationale de cette violence policière-là, qu'elle n'est pas légitime, que ça dégrade en fait comment dirais-je, ce corps quand même qui est censé protéger les citoyens et qui est bien sûr un métier qui est très très noble. Malheureusement, on le laisse avec des voyous, je dirais, ou des délinquants, des criminels même, voire, qui sont là, qui exercent en toute impunité. Et je précise bien mes mots parce qu'il y a des gens, des policiers actuellement qui sont concernés par des faits de meurtre, qui ne sont jamais condamnés et qui continuent à exercer. Laisser ces criminels-là dans le corps policier sans autant les interpeller et les punir d'une manière exemplaire, si ce n'est pas fait, cela continuera à se reproduire dans l'avenir, malheureusement. Et je pense qu'il y a une responsabilité de la part du gouvernement qui tarde à réagir. Parfois, ils essayent d'étouffer l'affaire. Et dès qu'ils savent que l'affaire n'est plus étouffable, en quelque sorte, ils vont essayer maintenant comment dirais-je, d'apporter des solutions qui sont partiales pour temporiser en fait la colère de la population. Mais la justice n'est jamais rendue. Aujourd'hui, je vous rappelle, la Mauritanie aujourd'hui est dotée de la peine de mort, qui est la peine capitale. Et cette peine de mort-là, ils sont prêts à l'appliquer pour des gens qui blasphèment, des gens parfois qui ne sont pas criminels, qui sont juste peut-être des révolutionnaires, des gens qui viennent réclamer des choses légitimement et poser des vraies questions techniques ou je dirais des questions qui sont légitimes pour essayer de faire bouger les choses. Cela, on est prêt à les traduire en justice et même à mettre des peines de mort. La peine de mort. Oui, les militants esclavagistes, ceux qui réclament plus de droits pour les peuples ou certaines catégories de la population, eux, facilement, ils sont condamnés à mort. Et alors que ceux qui commettent des crimes aujourd'hui, qui sont dans les corps, sont protégés par l'État en quelque sorte. Parce que et c'est ce que j'aimerais savoir aujourd'hui à Ablaye. Je te repose la question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, ce qu'il faut faire actuellement, c'est que... Qu'est-ce que tes pensées te disent en fait? Actuellement, bon, je pense que nous, les jeunes, d'une manière générale, nous avons une part de responsabilité. Il faut s'engager plus dans des partis politiques parce que ce n'est pas des problèmes qu'on va régler dans la rue. Donc, il faut plus d'implication dans la politique et essayer d'avoir des partis, aller conquérir le pouvoir. Je le dis. Hein. Donc, on a le parfait droit de le faire aujourd'hui. Tout Mauritanien peut créer son parti politique, essayer d'apporter des solutions par rapport à ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que le gouvernement n'a pas les bonnes clés pour résoudre ces problèmes-là. Donc, plus d'engagement, plus de mobilité et que les gens aussi ne se disent pas que ça concerne Soufi et sa famille. Voilà, n'abandonnons pas ces victimes-là. Parce que ce qui s'est passé sur Soufi, ça s'est passé en Mauritanie. Donc, c'est un Mauritanien qui a été victime, qui vivait en Mauritanie. Nul n'est épargné de cette injustice-là. Quand une injustice est commise quelque part, c'est une menace pour les autres. Donc, si nous laissons ce cas de Soufi-là se produire sous nos yeux, demain, peut-être ça pourrait être moi, je ne sais pas, toi ou quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour cela qu'il faut agir et il faut agir vite. Tout le monde doit être concerné. Vraiment se mobiliser et vraiment lancer des appels. Lancer des appels, oui. Pour que la jeunesse, et je dirais la jeunesse, là, maintenant, se lève et s'engage politiquement. Effectivement, parce que ça, c'est des questions centrales
aujourd'hui qui concerne un pays. Et nous ne pouvons pas laisser ce pays-là, des inconscients, des irresponsables nous diriger, voilà, qui cautionnent parfois, qui laissent produire des choses en toute impunité. Nous devrons prendre nos responsabilités. La Mauritanie nous appartient et c'est à nous de le transformer, c'est à nous de le changer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Donc plus d'implication du peuple, plus d'implication de la jeunesse et soyons debout. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, hein, nous avons abordé la thématique qui est les violences policières en Mauritanie. Merci beaucoup à toi, Ablaye, pour cet échange vraiment qui nous a permis de voir. Après, c'est vrai que moi, je ne vis pas en Mauritanie. Je vis ici en France et on ne sait pas toujours ce qui se passe au sein de notre pays. On manque aussi de médias. Beaucoup de médias ne rapportent pas les faits. Il n'y a pas vraiment de communication qui se fait entre ce qui se passe dans le pays et les citoyens. Mais là, aujourd'hui, tu nous as permis aujourd'hui de savoir beaucoup de choses, notamment au niveau de la sécurité en Mauritanie. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange, mais quel est ton dernier mot de la fin, Ablaye? Qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers cette vidéo? Quel message est-ce que tu veux faire passer qui va pouvoir impacter cette jeunesse-là mauritanienne? Mon dernier message que j'ai à adresser au peuple mauritanien, nous devrons rester unis face à ces injustices-là, face à ces violences policières qui posent un véritable problème de sécurité en Mauritanie. Nous devrons nous engager, nous impliquer plus dans les affaires du pays, dans la gestion du pays. Et c'est par l'engagement que nous pouvons arriver à changer les choses sur le terrain. Ce n'est pas le fait de rester dans son coin et laisser les familles des victimes s'occuper tout seuls de leur cas. Aujourd'hui, la justice doit être rendue au nom de tous les Mauritaniens, de tous bords. Donc, que vous soyez Halpolar, Wolof, Soninké, Hassania, on est tous concernés par ce qui se passe en Mauritanie. La Mauritanie nous appartient. La Mauritanie, c'est notre pays. C'est à nous de le construire. C'est à nous de refuser ces injustices-là qui, aujourd'hui, posent vraiment un problème de stabilité et surtout de sécurité nationale. Malheureusement, nos gouvernements montrent leurs limites à travers ces impunités-là et tous les problèmes que nous connaissons actuellement en Mauritanie. En Mauritanie, il y a un océan d'injustice aujourd'hui qui gangrène toute la Mauritanie et qui fatigue les populations. Et si nous voulons que cela prenne fin, nous devrons tous nous engager dans le combat et ce combat-là doit être mené d'une manière stratégique et cadrée. Donc il faut s'impliquer, il faut s'intéresser à la politique, il faut faire tout pour lutter pour que les choses changent. Ensemble, nous pouvons changer la situation. Merci beaucoup Ablaye pour ces derniers mots de la fin et comme je dis toujours, c'est un énorme plaisir de t'avoir à mes côtés et j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder encore énormément de thématiques ensemble et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes ces personnes-là qui me donnent de la force au quotidien. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Salut! Merci.